La ville Pacha, au nord-ouest de la ville. C'est l'une des lignes de front qui divise Alep en deux. En face, le quartier est toujours acquis au régime de Damas. Vive l'armée libre! Je veux que tous les véhicules soient contrôlés, sans exception. Abou Nidal, son nom de guerre, est le chef de l'unité de combattants en charge du quartier. Il a 28 ans. Avant la Révolution, il travaillait dans un supermarché. Aujourd'hui, il dirige plus de 80 hommes. Tout à coup, dans le ciel, un hélicoptère. Il faut évacuer au plus vite pour éviter le bain de sang. Il va bombarder le quartier? C'est possible. Tout est possible. L'hélicoptère tire alors sur le quartier. En quelques minutes, l'avenue se vide. Ils vont lâcher des bombes. Après l'hélico, il y a toujours des bombes. Abou Nidal attend des renforts. La batterie anti-aérienne, la Douchka, une arme russe des années 50. Il y en a une dizaine à Alep, des prises de guerre à l'armée du régime. Le combattant tire en vain. L'hélicoptère poursuit sa ronde mortelle dans le ciel d'Alep. Nous, on est là pour protéger les habitants, les enfants, et les empêcher de détruire le quartier de Boustan al-Pacha. Il y a déjà eu trop de ravages. C'est vrai qu'on n'a pas d'armes lourdes, pas d'obus. Personne ne nous aide. La circulation a déjà repris. Grâce à une caméra qui lui sert de jumelle, Abou Nidal surveille l'avenue en face. Là, les miliciens. Et des snipers aussi. Snipers, miliciens, attaques aériennes. Ces menaces sont permanentes sur le quartier. Malgré les tirs, les voitures continuent leur route. Ces menaces font partie de la vie quotidienne, ici à Alep. Là-bas, il n'y a pas d'armée du régime. Des tireurs embusqués, c'est tout. Là en face, il n'y en a pas. Mais sur ce côté, là-bas, ils tirent sur le carrefour. Nous, on veut déplacer la carcasse d'un bus pour la mettre sur le carrefour en face pour protéger les civils. En fait, ils tirent sur les passants. À chaque fois qu'il y a un civil, ils le visent. Les civils, comme on dit ici, ce sont eux les premières victimes de la guerre à Alep. Ce garçonnet de 3 ans a l'os brisé. Ils sortaient de chez eux, là, juste à côté. Un hélicoptère a tiré une rafale. On a tous peur. Il n'y a aucune issue. C'est partout pareil. Dans cet hôpital, de l'autre côté de la ville, chaque jour est plus meurtrier que le précédent. La mort est devenue familière, trop familière. Les taxis servent de corbillard. Cette fillette de 8 ans est morte chez elle, sous les bombes, une demi-heure plus tôt. À Boustan al-Pacha, sur la ligne de démarcation, une famille est venue récupérer quelques objets dans son appartement en ruine. Il ne reste pas grand-chose, une chaise, quelques cahiers d'écoliers. Les obus ont détruit mon appartement. Tout l'immeuble a été détruit. Toute la Syrie est en train d'être détruite par les bombes. Ce sont des actes terroristes du régime. Oui, c'est l'armée du régime qui fait ça. Ou plutôt, ce sont les avions au service du régime. Ce sont eux qui bombardent, qui tuent des enfants. Comment nous, les gens, on peut se défendre contre ces avions? C'est impossible. Sur la ligne de front, dans le quartier, les moments de répit sont rares. Les combattants sont en poste à chaque coin de rue. Pendant quelques minutes, le poste couvre les tirs des snipers. Cette voiture cherche à éviter les balles. Elle passe le carrefour très vite, s'arrête pour le prochain. Mais là, des explosions.
Et ce bourdonnement si particulier, celui des avions de chasse. Et de une. Les bombes sont tombées au bout de la rue voisine. Ici, de nouveau, c'est la panique. Une nouvelle attaque aérienne. Les tirs en l'air sont inutiles, les combattants sont impuissants. Il n'y a nulle part où fuir. Après vient le silence, forcément suspect. Les combattants restent sur le qui-vive. Ils savent qu'à tout moment, les avions qui sèment la mort peuvent revenir. La nuit est tombée sur le quartier. De ce côté-ci de la ligne de front, pas d'électricité dans les rues. Alep est plongé dans les ténèbres. Au QG d'Abou Nidal, la tension est palpable. Il y a de nouveau du réseau téléphonique. C'est donc l'heure des téléphones et des négociations. Pourquoi tous ces téléphones? C'est pour négocier avec les familles des miliciens. Les Chabiyas qui n'ont pas de sang sur les mains, on négocie une rançon avec leur famille. Mais il faut aussi qu'ils arrêtent d'être des miliciens. Le lendemain, Abou Nidal nous emmène dans sa prison à lui. À Alep, chaque unité a ses propres prisonniers. C'est l'une des principales sources de financement pour de nombreuses unités de l'armée libre à Alep. Les rançons varient selon la richesse des familles et la valeur du prisonnier. Jusqu'à plusieurs milliers de dollars pour certains. Ici, 2 prisonniers sont alaouites, la confession de la famille Assad au pouvoir. À Alep, les alaouites sont peu nombreux et souvent partisans du régime. Celui-ci est membre du parti Baas, c'est évidemment suspect. Alaouite ou sunnite, pour moi c'est pareil. Bachar al-Assad, lui, il instrumentalise la religion et les divisions. Moi je ne veux pas de ça, nous on fait pas ça. Il est alaouite, mais c'est d'abord un Syrien. En fait, on le garde pour pouvoir l'échanger contre nos hommes. Le régime accepte d'échanger des prisonniers? Seulement les alaouites, pas les sunnites. L'homme à la chemise blanche, lui, est un Mordeli. Ce n'est pas une religion, il est sunnite. Les Mordeli, c'est une grande famille de miliciens à Alep. C'est Chabiha qui font la loi au nom du régime. Ils tiennent les barrages, ils volent, ils violent les femmes, ils arrêtent les gens. Ils tuent aussi ceux qui manifestent. C'est de l'oppression pure et simple. Moi, je suis un Mordeli et je te le dis franchement, c'est comme ça que ça se passe. Toi, tu ne fais pas ça? Que Dieu m'en soit témoin. Pour Abou Nidal, les informations récoltées auprès des prisonniers sont précieuses. Tous ne parlent pas, mais leurs portables sont des mines d'or. Grâce à eux, ce jour-là, 2 hommes ont été arrêtés lors d'un contrôle de véhicule. Là, à l'arrière de la voiture, 2 hommes des services de renseignements ennemis. Une bonne prise pour Abou Nidal. Pour l'heure, il est tout à sa prochaine opération. Il vient de récupérer un lance-roquettes neuf et une mitrailleuse lourde auprès d'une autre unité de l'armée libre. Un emprunt pour la journée. Au marché noir, une seule roquette coûte près de 1 200 €. C'est la moitié d'un an de salaire moyen ici en Syrie. Abou Berra, lui, était étudiant avant la guerre, mais il s'est pris au jeu des armes. Abou Nidal lui laisse le soin de vérifier la mitrailleuse à Abou Mahmoud, le lance-roquettes. Lui s'y connaît vraiment, il a déserté l'armée il y a quelques mois. Il y a quelque chose là-bas? Franchement, je peux pas te dire. Il y a eu des tirs, c'est tout ce que je sais. Avant l'opération, il faut aussi aller repérer les positions ennemies. Nous nous enfonçons dans les ruelles, au-delà des positions des hommes d'Abou Nidal, jusqu'à celles de l'ennemi, ici, tout au bout de la rue. Pas de barrage ennemi en vue. Recule, recule. Avec la vitre arrière brisée, on va se faire repérer. Ici, nous sommes dans la zone grise de la ligne de front. Ni libre, ni ennemi. Tout peut arriver. Une rue plus loin, et nous voilà en territoire un peu moins hostile. Moi, selon mes informations, ils ont mis 4 chars à Midan. Midan, c'est le quartier voisin. Abou Nidal et ses hommes cherchent à le prendre depuis 12 jours.
L'attaque est lancée depuis le toit d'un immeuble. La mission, tirer 2 roquettes sur le QG de l'ennemi en face. Grâce à des impacts dans le muret, le tireur peut atteindre l'ennemi. Là, un blindé. Mais la position est déserte, l'ennemi est invisible. Les snipers aussi. C'est la roquette en premier? D'abord la roquette, et après tu tires. Il tire sur nous, on se replie. En bas, les hommes d'Abu Nidal doivent se replier aussi. Nous sommes alors pris au piège, coincés entre les 2 rues par les tirs des snipers. Abu Nidal veut créer une diversion. Il faut absolument se replier. Il craint les chars. Alors très vite, il faut risquer le tout pour le tout, couvert par les combattants plus hauts. La nuit, les combattants ont l'avantage sur l'ennemi. Ils connaissent mieux le quartier et ses recoins. Ils redeviennent cette armée de l'ombre, celle qui a résisté pendant plus d'1 an au régime de Damas, avant de se lancer. Le lendemain, nous retrouvons Abu Nidal à son poste. Par miracle, pas un seul de ses combattants n'a été blessé dans la bataille. Mais avec seulement 2 roquettes, l'attaque ne lui a pas permis d'avancer ses positions sur Midan, le quartier convoité. Cela fait maintenant 20 jours que la ligne de démarcation n'a pas bougé. Pour Abu Nidal et ses hommes, il n'y a pas de doute. Ils gagneront la bataille d'Alep. Malgré le déséquilibre des armes, malgré le déluge des bombes, malgré la douleur. La victoire est si proche, reste seulement quelques quartiers à conquérir. Au plus vite, il l'espère, Alep ne sera plus divisé. Alep ne sera plus à feu et à sang. Après de telles images, difficile de croire que quiconque dans le monde se rende de plein gré